sciences économiques à l'Université de Strasbourg, directeur du laboratoire BETA, le bureau d'économie théorique et appliquée. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour évoquer la question et la théorie de ce qu'on appelle les communs, des ressources matérielles et immatérielles dont l'usage et la gestion sont partagés. Un concept à la fois politique et économique qui connaît ces derniers temps un regain d'intérêt et qu'on va essayer de détricoter avec vous. On peut peut-être commencer par rappeler les bases et faire un peu d'histoire. Qu'est-ce qu'on appelle exactement que les communs ? Alors, vous venez de le préciser, hein, c'est ce qu'on appelle historiquement les ressources communes. Ce sont des ressources naturelles dont la propriété est difficile à établir, souvent pour des raisons techniques. Hein. On peut penser à une forêt ou à des réserves des espèces de poissons dans des eaux internationales, donc il n'y a pas de propriétaire bien établi. Et donc, c'est des ressources qui, si on ne met pas en place un système de gouvernance visant à réguler l'accès à cette ressource-là, l'histoire montre que la ressource va être souvent surexploitée, exploitée de manière trop intensive et va avoir tendance à se dégrader, voire même à disparaître. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs, des ressources communes. Donc c'est ni un bien privé, ni un bien public. Absolument. La différence, et justement, il y a récemment, c'est ce qui explique notamment le regain d'intérêt vers ces fameux communs, c'est qu'on a beaucoup parlé de communs numériques. Et là, il y a notamment souvent une confusion qui est faite parce qu'il y a une différence majeure entre les ressources communes et les communs numériques. C'est qu'un commun numérique, étant le plus souvent immatériel, ne peut pas s'user, ne peut pas être trop utilisé. Ouais. Par exemple, on ne peut pas trop utiliser Wikipédia ou un logiciel libre, à l'inverse d'une forêt ou... Donc c'est une différence majeure entre les deux, tout à fait. Et quand on parle de théorie des communs, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Alors, la théorie des ressources communes, hein, c'est quelque chose qui a été développé au courant des années 1960-70, notamment par deux grands noms qu'il faut retenir. C'est Moncure Olson, qui parle d'action collective, et puis surtout, j'ai envie de dire, Elinor Ostrom, qui est... la première femme à avoir reçu le prix Nobel d'économie, notamment pour ses travaux sur les ressources communes, la gouvernance des ressources communes. Et donc, on va dire, la théorie sur ces ressources-là, c'est d'essayer d'étudier, on va dire, les conditions de possibilité pour que ces ressources communes soient utilisées de manière optimale, ne se détruisent pas, ne soient pas détruites finalement. Alors ça, on va détailler peut-être ces modes de gouvernance un peu plus tard, parce que Elinor Ostrom, donc, elle définit 8 principes caractéristiques nécessaires à la pérennité, ainsi que 2 éléments clés de l'émergence de cette gouvernance, c'est la réciprocité et la confiance. Absolument. Alors ça, j'ai envie de dire, bon, c'est un peu la tarte à la crème. Hein. En économie, la confiance, Ouais. Tout le monde. La question, c'est comment on arrive à mettre en place justement des conditions qui vont garantir cette confiance et donc cette réciprocité. Et on s'aperçoit que c'est pas si facile en réalité. Notamment, il faut que les acteurs puissent se connaître, aient eu l'occasion de se rencontrer. Donc, on sent bien notamment que la gestion d'un commun, ça va beaucoup mieux marcher au sein d'un petit groupe. Lorsqu'on a une dimension locale, typiquement, à chaque fois qu'on a des phénomènes globaux, mondiaux, ça va être beaucoup plus compliqué à établir justement cette confiance, cette réciprocité, en particulier parce que on va dire, l'utilisation des ressources communes est mise en danger par le phénomène bien connu en économie du passager clandestin. Hein, c'est-à-dire la personne qui va pouvoir abîmer la ressource sans avoir à payer pour cela. Et donc, il faut essayer de trouver en place les conditions qui permettent de réguler, d'empêcher ces comportements de passagers clandestins. Ouais. C'est pas si évident en réalité. Alors justement, on y reviendra après, puis on en essaiera de donner peut-être quelques exemples, parce que justement, est-ce que c'est une théorie ou est-ce que c'est une réalité ? Alors là, pour le coup, il y a évidemment des dimensions théoriques qui sont, comme toujours, comme à chaque fois qu'on fait de la théorie, de la modélisation, c'est forcément différent de la réalité. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement de la science, l'épistémologie, mais on a quand même des exemples très concrets de cette fameuse tragédie des biens communs, les problèmes de déforestation qu'on voit aujourd'hui en Amazonie, dans certains pays d'Afrique, je pense à Madagascar, ou qu'on a connu en Europe jusqu'au milieu du
XIXe siècle, c'est un problème de tragédie des biens communs. C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde peut aller récupérer du bois dans les forêts sans qu'il y ait de contrôle, de régulation, un arbre, ça met longtemps à repousser, donc on voit que la ressource a tendance à s'abîmer, à se dégrader. Pareil pour certaines espèces de poissons en eau internationale. On entend très régulièrement la Commission européenne faire évoluer les quotas de pêche au thon rouge en Méditerranée ou d'autres espèces de poissons. C'est parce que en fait, ces espèces sont menacées, parce qu'il y a des problèmes de surpêche, de pêche intensive, et donc on voit bien qu'il y a nécessité de réguler l'accès à la ressource. C'est quand même, on a quand même un certain nombre d'exemples très, très concrets de ce type de problème. Oui, mais justement, pour l'instant, a priori, ces ressources communes sont gérées soit par les États, par exemple pour les questions de pêche, ou pour certaines forêts, en tout cas, mais il n'y a pas cette troisième voie encore à l'œuvre qui serait ni la propriété publique, ni la propriété privée. Alors, on a, et justement, on évoquait Elinor Ostrom, qui est la pionnière. Son travail est remarquable parce qu'elle a fait énormément de travail de terrain. On pourrait presque dire qu'on a retenu essentiellement sa théorie, mais 99% de son travail, c'est vraiment un travail de terrain, de collecte de données, de trouver des exemples, et elle en a trouvé sur tous les continents, à toutes les époques. Donc c'est un travail très riche empiriquement. Et ce que montre finalement Elinor Ostrom, c'est à nouveau les conditions de possibilité de réalisation de cette troisième voie, qui sont, vous l'avez évoqué, assez restrictives, mais qui peuvent fonctionner. Et c'est finalement, je trouve, et c'est ce qui a... c'est pour ça que cette théorie a eu tellement de succès ces dernières années, parce que ça montre qu'on peut parfois aller au-delà du marché, aller au-delà de l'État et voir des communautés d'individus, des communautés d'utilisateurs qui vont interagir de manière spontanée, de manière informelle, qui vont être essentiellement reliés par un objectif en commun, par une passion commune, et qui vont pouvoir justement surmonter ce problème de passagers clandestins et garantir la pérennisation et la survie de la ressource commune. Donc ça, on le voit on a des exemples sur des ressources communes. On le voit essentiellement aujourd'hui dans le domaine du numérique. Les communs numériques sont portés essentiellement par ces communautés d'individus qui ne sont ni le marché, ni l'entreprise, ni l'État en fait. Oui, justement, vous le disiez tout à l'heure, cette théorie des communs, elle connaît un regain d'intérêt aujourd'hui à la faveur du développement des outils numériques, dont certains peuvent être considérés comme un commun, mais aussi comme des outils pour gérer d'autres communs qui ne seraient pas forcément numériques. Alors, il peut y avoir les deux, tout à fait. Il peut y avoir les deux. Moi, ce qui m'a surtout intéressé depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment cette fameuse troisième voie, c'est-à-dire la constitution de communautés d'individus. À nouveau, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des individus qui vont interagir, qui vont s'impliquer. Si on prend l'exemple de Wikipédia, qui est bien connu, ou un exemple, je pense, économiquement encore plus pertinent, qui est le logiciel libre. Aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde utilise des logiciels libres, même sans le savoir. À chaque fois qu'on prend notre smartphone, qu'on va sur Internet, il y a des centaines, des milliers de logiciels libres qui tournent derrière. Ce sont des logiciels qui n'ont pas été développés par des entreprises, par des États, par des chercheurs publics. Non, c'est des communautés d'individus qui sont passionnés d'informatique, qui ont passé leurs vacances, leurs nuits à échanger des lignes de code sur des plateformes informatiques, à échanger des programmes informatiques pour finalement fabriquer des logiciels extrêmement sophistiqués. Donc c'est remarquable parce que c'est coûteux. Il y a quand même une implication forte de la part de ces individus pour au final une récompense qui n'est pas d'ordre privé, puisque c'est vraiment la contribution à un bien commun, public, qui va bénéficier à tous. Et est-ce qu'on fait une différence, est-ce qu'il faut faire une différence entre un commun et une ressource en libre accès? Je pensais justement à la gouvernance, parce que dans le cas d'une rivière, par exemple, ou d'une forêt, a priori, c'est les usagers qui assument la gouvernance. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour tout ce qui est numérique. Alors, oui et non. Je pense qu'il faut faire la différence, comme vous l'avez dit, entre les deux, en particulier parce que le problème fondamental
des communs. Sinon, sinon ce serait trop facile, j'ai envie de dire, il n'y aurait pas de difficulté à surmonter. Ça reste toujours essayer d'empêcher la dégradation, que ce soit via une surutilisation ou via une mauvaise utilisation de la ressource. Il faut essayer d'empêcher la dégradation du commun. Alors, dans le cas d'une forêt, d'une réserve d'eau, c'est évident. Dans le cas d'un commun numérique, il va aussi y avoir des problèmes d'empêcher des comportements malsains, les trolls. Il y a un travail de curation, de nettoyage à effectuer qui est effectué le plus souvent par les utilisateurs. Donc je pense que c'est effectivement deux problématiques qui sont différentes. Et puis il y a un problème juridique, on imagine bien, à résoudre aussi, qui pour l'instant, peut-être dans les cas de biens matériels, ne l'est pas. Il n'y a pas toujours de loi pour permettre cette troisième voie. Alors, là, il y a une forme de paradoxe. C'est que justement, l'idéal, on va dire, communautaire, c'est justement de rester dans le domaine de l'informel, donc de rester un petit peu en dehors du juridique. Mais on conçoit bien que c'est un idéal, c'est le plus souvent impossible ou c'est trop extrême. Et donc, évidemment, il y a la question de l'interaction entre le juridique. Par exemple, dans le cas des communs numériques, les questions de propriété intellectuelle, les questions de propriété des données. Donc il y a des questions juridiques qui vont interférer avec les règles informelles de la communauté. Il y a aussi, de manière, je trouve, très intéressante, la question des interactions entre les entreprises, le marché et le commun. Il y a des interactions fortes aussi entre les deux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, par exemple, de gérer une forêt voilà, au sein d'un village? Est-ce que juridiquement, on peut le faire? Alors, là, vous me posez une colle. Il faudrait appeler un juriste. Il faut appeler mes collègues juristes. On a justement on a des exemples historiques chez Ostrom, mais ça, mon souvenir, c'est plutôt sur des forêts en Suisse. Donc, et en plus, c'est à travers l'histoire, donc je ne sais pas si ce serait encore le cas aujourd'hui. Mais typiquement, c'est envisageable. C'est typiquement, à nouveau, la condition essentielle pour qu'on puisse avoir une gestion communautaire qui soit stable et viable, à nouveau, c'est qu'on parvienne à empêcher les mauvais comportements, les comportements de passagers clandestins. Et donc, si on envisage une forêt qui a une dimension locale, avec un petit nombre d'individus qui sont impliqués, des individus qui ont appris à se connaître, qui ont pu de manière informelle mettre en place des règles, notamment des règles de punition. Ça reste, il ne faut pas être naïf, il faut à un moment donné qu'on soit capable de punir les comportements déviants. Donc s'il y a ces règles-là qui sont mises en place, on peut tout à fait imaginer une gestion collective, communautaire, que ce soit d'une ressource forestière, de l'eau, ça me semble tout à fait pertinent. Oui. On en parlait au téléphone en préparant cette émission. La question des communs, elle est quand même aujourd'hui encore largement idéologique. Comment est-ce qu'on peut désamorcer ça? Alors, je pense qu'il faut... Alors, typiquement, on dit souvent les économistes sont des utilitaristes, des conséquentialistes. Donc, justement, on essaye d'évacuer... C'est un reproche qu'on nous fait souvent. On essaye d'évacuer les questions de morale, de déontologie, vraisemblablement à tort. Mais au moins... quelque part, il y a un grand mérite, c'est qu'on essaye de dépassionnaliser les débats. Et en faisant ça, on s'aperçoit, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de contradiction entre l'action collective, entre l'action communautaire et l'État et le marché. En fait, si on observe objectivement les choses, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, évidemment, et ça on le sait tous, que les gouvernements ne savent pas faire, que les marchés ne savent pas faire. Donc il y a une place, évidemment, pour l'action collective. Mais ensuite, objectivement, il y a plein de choses que l'action collective, que les communautés ne sauront pas faire. Notamment, tout ce qu'on a vu dans le domaine du numérique, à chaque fois qu'il y a un besoin d'investissement massif, et alors c'est pour ça que ça a marché avec les logiciels. Parce qu'un logiciel, vous prenez quelques informaticiens, ils ont un ordinateur, finalement le coût d'entrée est assez faible. Mais on s'aperçoit que ça va être très compliqué de fabriquer de manière collective, communautaire, des objets industriels dont l'investissement est très important. Donc il y a une place pour le marché, il y a une place pour l'État, il y a une place aussi pour l'action collective. Est-ce qu'il y a des biens qui seraient naturellement communs? Tout à l'heure, vous parliez du numérique, mais est-ce qu'il y a d'autres biens comme ça qu'on pourrait envisager de faire passer dans cette troisième voie de manière assez simple? Il y a un certain nombre de biens qui sont communs. Alors peut-être pas naturellement, mais je pense qu'il faut
faut que collectivement, on en fasse des communs. On parle souvent de la connaissance, évidemment. Ça, il y a eu ces derniers temps, il y a énormément d'inquiétudes sur une forme de privatisation de la science, du marché, la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Donc ça, voilà, je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, évidemment, garder, préserver ce commun, on pourrait dire commun mondial, qui est la connaissance. Qui serait gouverné par les scientifiques Alors, eux-mêmes? pas forcément, parce que je pense que justement, et aujourd'hui, si on regarde les relations sciences et société, il y a énormément de débats, et typiquement, on s'aperçoit que la science aujourd'hui est trop importante pour être laissée uniquement aux scientifiques. Il y a un contrôle de la société qui est majeur, ça me semble. C'est évident. Je vous ai interrompu, vous alliez dérouler peut-être une liste en dehors de la Non, science j'en ai et pas. de la Voilà, connaissance, on a parlé de la connaissance, mais même la démocratie, le futur qu'on a envie de construire ensemble, la sécurité, enfin tout ça, c'est des biens qui sont des communs, qu'il faut que les citoyens construisent ensemble, en fait. Et se pose toujours la question de l'échelle ou de la masse critique. Ça veut dire que sur certaines questions, on est forcément contenu dans une échelle territoriale. Ouais, malheureusement, enfin ça c'est mon sentiment. Ce qu'on a pu observer maintenant depuis quand même plusieurs décennies de recherche, c'est que la gestion collective est toujours plus facile au niveau local, à nouveau parce qu'on a des acteurs qui se connaissent, qui se font peut-être plus confiance, qui ont plus l'occasion d'échanger, qui ont plus l'occasion d'ailleurs de voir. Quand c'est votre voisin, quand vous êtes avec votre voisin, si votre voisin ne respecte pas le pacte, vous pouvez le voir tout de suite, et vous pouvez prendre des mesures pour essayer de négocier. Dès qu'on est sur une dimension globale mondiale, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça, par exemple, que beaucoup de mes collègues sont très, très pessimistes sur notre capacité à gérer les grands problèmes mondiaux, comme la transition climatique, où là, il faut mettre toute la planète autour de la table, et c'est plus compliqué. Ouais, mais justement, que dit la théorie économique en ce moment sur ces questions-là? Alors là, en particulier sur la transition climatique, énergétique, le réchauffement de la planète, il y a, on va dire, je vais essayer de poser les choses de manière très très simple et malheureusement de manière assez pessimiste, il y a un double problème majeur. Il y a un problème, on l'a évoqué, géographique. C'est-à-dire que concrètement, on nous demande de faire des efforts pour contribuer à construire un commun mondial qui est sauver la planète, et donc qui va bénéficier à tout le monde, y compris à des gens qui sont très très éloignés. Et ça, on a le sentiment que beaucoup de personnes ne sont pas prêts à faire cet effort-là. Donc il y a un problème géographique, et il y a un problème aussi évidemment temporel. On nous demande de faire des efforts aujourd'hui qui vont porter leurs fruits dans plusieurs décennies, et on voit bien qu'a priori, ce n'est pas la bonne échelle de temps pour les gens aujourd'hui. Et à nouveau, j'ai malheureusement le sentiment que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ces efforts-là. Donc il y a ce double décalage géographique et temporel qui fait que justement la préservation de ce commun mondial va être compliquée. Et en quoi est-ce que cette question des communs est une question économique autant que politique? Alors, quelque part, c'est une distinction qui est un peu fictive aujourd'hui. Sur ces questions-là, on ne peut pas ne pas travailler avec des collègues en sciences politiques, des collègues en sociologie, des collègues en histoire, en anthropologie. Donc c'est évidemment des thématiques qui sont interdisciplinaires. Par contre, ça reste fondamentalement une question économique parce que c'est une question qui va faire appel aux incitations. Qu'est-ce qui fait que les gens se comportent de cette manière-là? Les problèmes de coordination entre des acteurs, des problèmes d'investissement. Donc on a évidemment des enjeux économiques qui sont majeurs et qui fait que c'est des questions très très importantes en économie aujourd'hui. Et vous êtes pessimiste, optimiste quant à ces questions-là? Alors, après ce que je viens de dire, pas trop. C'est compliqué de dire que non, mais moi je suis toujours optimiste. Mais bon, peut-être que. En tout cas, est-ce que ça peut être une solution à certaines problématiques aujourd'hui? Alors, à nouveau, tous les enjeux qui ont une dimension locale, on s'aperçoit que l'action collective est extrêmement efficace. Et à nouveau, on pourrait avoir, on a les exemples de la pollution. Enfin, on voit bien que les acteurs locaux, lorsqu'ils se mobilisent, il y a une véritable efficacité. À nouveau, la difficulté que je perçois, c'est dès qu'on monte d'échelle et qu'on arrive à une échelle supérieure qui fait que c'est plus compliqué d'interagir, d'échanger. Et précisément, vous me demandiez si j'étais optimiste ou pessimiste. Peut-être que c'est une bonne chose de ne pas être trop optimiste, justement, parce que
si on se réfère à nouveau à un certain nombre de problèmes globaux, on a parfois l'impression que les gens ont le sentiment que ça va se résoudre tout seul, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc peut-être que le pessimisme fera bouger les choses. Il faut se mettre au boulot, quoi. C'est certain. Merci beaucoup Julien Pénin d'être venu sur le plateau de Marché Off.radio. On va changer radicalement d'angle d'approche de notre thème. La coopération, c'est en effet ce qui nous occupe pour cette série d'émissions et elle prend de multiples formes, elle a de multiples visages et parfois elle ne dit pas son nom. C'est pourquoi nous sommes également allés à la rencontre de citoyens qui la pratiquent eux aussi au quotidien pour faire entendre leur voix, comme celle d'Alice Chavannes, membre de l'association CASAS, collectif pour l'accueil de solliciteurs d'asile de Strasbourg, dont elle fut aussi directrice. Elle est au micro d'Emma Schneider. Le proverbe dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Selon vous, agir ensemble, c'est la clé pour un monde meilleur ? Ah oui, non, personne n'est omniscient. On a tous vraiment besoin des uns des autres pour pouvoir aller de l'avant. Tout simplement. Et dans les équipes, chacun a son petit charisme particulier et le fait de pouvoir les additionner, ça permet de travailler de façon beaucoup plus efficace, tout simplement. Et puis bon, CASAS, c'est un maillon dans une immense chaîne. On travaille avec des tas d'autres organismes autour de nous. On a des relations de confiance avec certaines personnes dans certains organismes qui font que bon, on sait que quand quelqu'un nous envoie une personne, c'est pas par hasard. On peut en discuter. S'il y a un souci particulier, on peut en discuter avec la personne qui nous l'a envoyé. Enfin, tout ça, c'est aussi le fait de coopérer entre différentes associations, entre différents organismes, entre différents partenaires. Ça, c'est aussi extrêmement important. Didn't seem to care. Didn't seem to
Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimeisen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com. Vous écoutez Marchéoff.radio en direct depuis la place Grimeisen à Strasbourg sur le 90.7 FM et sur le www.radioenconstruction.com jusqu'à 20h. C'est le moment de faire un focus sur l'un, et plus exactement l'une des exposantes du Marchéoff. En l'occurrence, Mémé dans les orties et plus exactement Maëlle Touron, la créatrice de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, Mémé dans les orties, c'est quoi exactement ? Peut-être que de l'épeler ou de dire comment ça s'écrit, ça va nous aider à comprendre. Ouais, Mémé dans les orties, donc MES, METS, c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau de Strasbourg. Et comment, en récupérant en fait les invendus des maraîchers de Strasbourg et des environs dans un périmètre de 30 km, fruits et légumes, et on leur donne une seconde vie en les transformant en confiture, chutney, compote, pickles, etc. Alors, on a un petit questionnaire spécial coopération à vous soumettre. C'est ce qu'on fait avec tous les exposants du marché qui viennent nous voir. Coopérer pour vous au quotidien, c'est quoi ? Alors, j'ai réfléchi à cette question les jours Je vous les ai envoyés avant, on peut le dire. Et alors, en fait, je me suis rendu compte que la coopération, pour moi, elle est à différents niveaux, puisque à tous les stades du process, notre objet mène à une coopération. Et donc, ça peut être avec les maraîchers directement, où il y a un véritable respect et une solidarité qui se crée. On leur épargne un gain de temps, en fait, en produisant pour eux, parfois, nos conserves. Ça veut dire qu'eux, en fait, vous donnent les invendus et vous les transformez et en fait, ils les revendent. On a une vraie collaboration, en fait, avec les maraîchers. C'est quelque chose qui est important pour moi. On va directement sur les exploitations et on s'adapte en fonction de leurs besoins. Donc, pour un surplus, un défaut de calibre, à un moment donné, voilà, pour une raison X ou Y, il va y avoir trop de courgettes à ce moment-là. Et donc, nous, on intervient ici. Donc, on a une collaboration très, très forte avec les maraîchers. Donc, ça, c'est en amont. En aval, avec tous nos distributeurs qui nous font confiance, qui veulent participer à la démarche, en fait, que ce soit hôtel, café, etc., boutique de créateurs plus récemment. Et un point aussi très important, c'est au niveau de la transformation en elle-même, puisqu'on utilise la cuisine d'un restaurateur, le Graf Algar. Donc Vincent, qui est le propriétaire, nous fait vraiment confiance et nous laisse à disposition sa cuisine sur les temps où son équipe ne travaille pas. Donc voilà, la coopération pour moi, en plus de toute la coopération bénévole au sein de notre équipe, elle est à tous les niveaux, quoi. Parce que juste pour préciser, en fait, les distributeurs qui distribuent donc confiture, chutney et autres conserves, en fait, ils savent jamais ce qu'ils vont avoir. Alors oui, c'est ça, c'est qu'on les embarque un petit peu, effectivement, avec cette particularité dans notre production, c'est qu'il faut aussi demander une certaine souplesse aux distributeurs, avec qui on s'accorde très bien et qui sont assez, qui participent en fait à ça sans aucun problème. Et est-ce que la coopération, c'est difficile parfois ? Honnêtement, moi, la coopération m'a donné nous a donné des ailes pour développer notre projet plus qu'autre chose. Donc, je vous dirais pas que ce soit difficile, non. Après, je dirais que c'est quelque chose qui se met aussi en place avec le temps, peut-être. Donc, de ce point de vue-là, oui, mais sinon, non. Pas tellement pour nous en tout cas. Et est-ce que vous voyez d'autres exemples de coopération autour de vous, même informelles, qui vous enchantent ou vous inspirent ? Alors beaucoup. On a beau être une association, c'est vrai qu'on s'est pas mal entouré d'entrepreneurs qui ont mon âge, une trentaine d'années, et qui ont envie de proposer quelque chose de nouveau, de se lancer à leur échelle, de faire changer les choses aussi. Et je vois une très belle coopération qui est en train de se passer avec tous les entrepreneurs de mon âge qui ont monté leur petite entreprise,
qu'ils soient artisans, créateurs, peu importe. Et ensemble, on s'échange énormément de conseils, on a énormément de soutien, que ce soit juste un soutien physique ou un soutien mental. Et très récemment, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une amie qui a voulu créer une sorte de communauté d'entrepreneurs autour de l'alimentation durable et végétale. Et je trouve ça magnifique, ce genre de coopération entre entrepreneurs. Et pourquoi c'est mieux coopérer ? Alors moi, je suis vraiment partant à plusieurs, on est plus fort. Je pense que tout seul, on avance vite, mais pas forcément de manière durable. Mais à plusieurs, on se questionne plus, on est plus fort. On ose peut-être aussi des choses, prendre des chemins Moi, nouveaux. dans mon sens, ce qui a fait que Mémé dans les orties s'est créé, même si je dis que je suis la fondatrice parce que je me suis formée, etc. c'est le groupe, c'est le collectif qui m'a poussée. Autrement, je pense que j'aurais peut-être sauté le pas, mais bien plus tard. Et le collectif me permet de me questionner, de penser à un milliard de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et puis c'est riche d'être à plusieurs. Quelle serait votre définition de la coopération ? Alors la coopération, je suis juriste, donc je suis très... La coopération, donc c'est allier les forces pour répondre à une volonté commune. En fait, moi, ce côté-là me dérange un peu, c'est qu'au-delà de quelque chose de commun, pour moi, la coopération, elle est profondément solidaire. Et par coopération, j'entends vraiment la solidarité. Merci beaucoup Maëlle Touron d'être venue sur le plateau de marchéoff.radio. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors sur Instagram et Facebook, sur nos réseaux. Et puis après, nos produits sont en vente chez Coffeetube, qui est Quai des Pêcheurs. Oui. Donc si vous voulez trouver des confitures directement, vous pouvez vous rendre là-bas sur Strasbourg. Merci beaucoup Maëlle d'être venue. Nous on se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct de la place Grimeisen à Strasbourg. Le temps d'un changement de plateau pour installer nos invités du Stammtisch. Coopération, mode d'emploi, on en cause après la pause. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Before I change my mind, doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Well, it's cold, 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 cold inside. Darker in the day than the dead of night. Cold, 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 cold inside. Doctor, can you help me? 'Cause something don't feel right. Something don't feel right. I've seen those eyes before, I can tell you want to play. Counselor, give me some advice. Tell me how hard will I fall if I live a double life. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast because there ain't much time. Well, it's cold, 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 cold inside. Darker in the day than the dead of night. Cold, 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 cold inside. Doctor, can you help me? 'Cause something don't feel right.
Country drip. Helmet tongue. Big Tai Chi. Big girlfriend. Black shoe. Helmet tongue. Inuit. Red felt top. Country drip. Helmet tongue. Big Tai Chi. Big girlfriend. Black coat shoe. Now welcome Frankie. Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimeisen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com. Retour sur le plateau de Marchéoff.radio en direct sur le 90.7 FM et sur le www.radioenconstruction.com. Coopérer mode d'emploi, c'est le moment de notre table ronde ou Stammtisch, comme on dit chez nous. Concrètement, coopérer, ça veut dire quoi ? À quoi est-ce que cela ressemble au quotidien ? Comment est-ce qu'on fait ? Quels sont les écueils ? Quels sont les outils ? Et comment ne pas revenir en arrière ? On aimerait tous des recettes, mais il semblerait bien que pour que ça marche vraiment, il faille du cousu humain. Pour en parler et évoquer leurs expériences, 3 invités. Stéphane Bossuet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez, entre beaucoup de choses, créé Art en Réel, vous présidez Coproduction et vous êtes également président du réseau Coopérer pour entreprendre, le premier réseau de coopératives d'activité et d'emploi de France, puisqu'il en regroupe 74. Avec nous également Daïm Ben Hamidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur des ateliers RTT, une agence de design spécialisée dans le design de services publics et l'assistance à maîtrise d'usage, parce qu'il n'y a pas qu'au sein des coopératives qu'on coopère. Nous rejoindra dans un instant Nicolas Vacher de Pure, etc., que je présenterai donc tout à l'heure. Alors Daïm, je vais commencer avec vous, peut-être pour une petite définition. Assistance à maîtrise d'usage, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour qu'on comprenne bien ce que vous faites ? Alors l'assistance à maîtrise d'usage, AMU, c'est une approche de conception qui place les habitants, les utilisateurs, les usagers, les citoyens au cœur, au centre de la réflexion dans l'élaboration des projets. Nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau AMU Rhin Supérieur, donc un réseau local, qui fait intervenir une vingtaine de praticiens dans des métiers assez différents que sont le design, l'architecture, l'urbanisme, la sociologie, la facilitation par exemple. Ouais. Donc ça veut dire que l'idée c'est que les propositions de construction de projets viennent de la base en fait. Oui, tout à fait. On part du constat que pour faire des projets intéressants et pertinents, il
vaut mieux les faire avec les personnes qui sont les premières concernées, et donc du coup mettre en place des méthodologies qui les font intervenir dans ces projets. Ouais. Ça veut dire aussi qu'on veut bien faire ensemble et coopérer, mais qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Stéphane Bossuet, dans votre long parcours de coopérateur, c'est aussi le constat que vous faites ? Oui, et c'est un constat que je vis encore. C'est-à-dire s'interroger sur le processus ou quelle maturité coopérative il faut avoir, enfin en tout cas pour coopérer. C'est vrai qu'on est, comment dirais-je, c'est comme une injonction aujourd'hui. Enfin, de coopérer. De coopérer. Ouais. Le co est à toutes les sauces, sur les territoires, sur les villes, au travail, et on n'a pas vraiment sa définition. Ouais. Et je pense qu'un rappel de cette définition sera important en tout cas. Alors parce vous, que, ouais. C'est quoi votre définition ? Alors c'est une définition étymologiquement en tout cas, coopérer, c'est ensemble et une opération ensemble, quoi, en tout cas. Donc c'est co-auteur d'une œuvre commune. Ouais. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est quoi l'œuvre commune ? Et c'est quel est le processus qui traverse une œuvre commune ? Et je crois que là c'est important de se poser déjà cette question-là, puisqu'on peut collaborer, on peut travailler ensemble, mais est-ce qu'on coopère réellement ? Et on est dans un espace extraordinaire de l'économie sociale et solidaire, où on revendique effectivement les entreprises de l'ESS, entreprendre autrement, consommer autrement, travailler autrement, gouverner autrement, et il reste un mais. Ouais. C'est quoi coopérer dans tout cela, quoi. Donc c'est, je pense, l'objet de cette table ronde, en tout cas, qu'on puisse partager, effectivement. Peut-être que l'œuvre commune, on peut se demander déjà ce que c'est. En fait, à partir de quel moment est-ce qu'on sort de la collaboration ou du statut de collègue, on va dire, pour passer à la coopération. Daïm, est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça de réponse ? Déjà, effectivement, il s'agit déjà d'avoir envie de vouloir travailler ensemble, de vouloir changer les choses. Souvent, on est assez d'accord pour se dire que le constat de base, il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Quelque chose qui ne marche pas dans le silo, dans le travail, chacun dans un coin. Après, maintenant, ça ne se décrète pas, quoi. Ce n'est pas parce qu'on met des personnes autour d'une table que ça va fonctionner, quoi. Donc, ça met en place, ça questionne la question de la méthodologie qu'il faut employer pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir collaborer ou coopérer. Ouais. Et ça veut dire sans doute qu'il faut aussi désapprendre plein de choses. Stéphane ? Il faut désapprendre, c'est-à-dire que je crois que là, il le pose très bien, quoi. C'est-à-dire que voilà, on se met ensemble, mais il y a peut-être premièrement, et tout à l'heure en écoutant les autres personnes à la radio parlaient de la relation des personnes. Et je crois que le premièrement, finalement, de ce que pourrait être la coopération, c'est la qualité de la relation qui va se jouer entre les personnes. Et quand je dis qualité de relation, c'est pas forcément on s'aime et tout va bien, quoi. J'aurais une définition un peu drôle, mais c'est de dire, c'est peut-être l'art de faire vivre des désaccords, quoi, la coopération, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas forcément d'accord, on n'a même pas forcément de la sympathie tout le temps pour les personnes. Pour autant, on se met d'accord justement sur ce lieu commun, sur cette œuvre commune justement. Donc donc la qualité de la relation, c'est une vraie relation. Et même si on s'engueule. Alors après, ça va impliquer derrière certainement des structurations, des agencements, des gouvernances, enfin tout le projet, quoi, en tant que tel. Mais je crois il va falloir faire frotter en tout cas à la fois le processus coopératif et le processus projet qu'on a l'habitude de faire dans nos projets collectifs. Ça veut dire que par rapport à ça, on est quand même encore parce qu'il y a quand même ce fantasme, y compris dans les startups, la Silicon Valley ne rêve que d'organisation horizontale. On est quand même un peu encore dans le fantasme par rapport à ça, Daïm. Je sais pas. Pardon, si on je viens de est mettre un coup dans la table. Je sais pas si on est dans le fantasme, mais effectivement, c'est pas simple de travailler ensemble. Il y a un certain nombre de prérequis quand même pour pouvoir travailler efficacement ensemble. Donc tout à l'heure on parlait déjà l'envie de travailler ensemble, c'est déjà un point important. Et ensuite, je dirais que la question d'avoir des espaces de parole qui sont sécurisés pour les personnes, c'est déjà aussi un premier niveau d'intervention. Qu'est-ce que vous entendez par espace de parole sécurisé ? Parce que là, ça fait un peu martial presque. On parlait tout à l'heure de la qualité de la relation, et je pense que ça se joue beaucoup là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut être libre de pouvoir exprimer son point de vue. Tout à fait. Quand on travaille ensemble, quand on collabore, il y a aussi il
qu'il faut que ce qu'on puisse partager soit écouté, qu'il y ait une prise en compte réelle des éléments qui soient partagés. Si d'emblée le constat est que en fait, on crée des cadres qui ne sont pas viables ou qui ne sont pas utiles, là on se met des grands bâtons dans les roues. Je veux dire. Alors Nicolas Vacher nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes leader de cercle prestations et services et facilitateur de réunions de triage chez Pure Etc. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Alors Pure Etc. est une entreprise dans le domaine de la restauration, une SARL qui est devenue coopérative cette année, donc qui a fait ce choix et qui a également choisi la holacratie comme mode d'organisation, parce qu'on va peut-être rentrer un petit peu aussi dans les exemples concrets. Concrètement, coopérer, ça veut dire quoi ? Comment ça marche ? Comment il faut s'organiser ? La holacratie, c'est une manière de faire. En tout cas, c'est celle que vous avez choisie. C'est quoi exactement ? Eh bien, on pourrait en parler des heures, mais en fait, non, en quelques mots, j'essaie de parler synthétiquement. L'holacratie, pour nous, c'est une manière de rendre explicite ce qui était auparavant implicite, c'est-à-dire fixer un cadre qui nous permette, du coup, de travailler mieux ensemble, de libérer la parole dans des règles, avec des règles précises. Et en fait, l'organisation de l'holacratie, rendre explicite, ça veut dire que, on a les tâches qu'on pouvait avoir dans l'ancien monde, c'est-à-dire une fiche de poste. Et bien nous, on pose tout sur le papier. C'est-à-dire que ce soit le plongeur jusqu'au leader de cercle, jusqu'à l'apporteur d'affaires, au commercial, en fait, on a tous, on définit le rôle. Qu'est-ce qu'un rôle apporteur d'affaires ? Que signifie être plongeur ? Ça veut dire avoir des droits et des devoirs, s'y respecter et pouvoir avoir la possibilité de faire changer ces règles-là si jamais on estime que du coup, la réalité du terrain n'est plus conforme avec ce qu'on avait défini au début. Donc c'est-à-dire avoir la capacité de faire changer son propre poste aussi. Ça, on va en parler aussi, je pense, pas mal de ces questions de flexibilité. C'est pas le bon mot, mais en tout cas de pouvoir aussi changer les manières de fonctionner au fur et à mesure d'un projet. Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix, en fait, pourquoi ce mode de gouvernance-là ? En fait, c'est vraiment, pour nous, l'idée en fait, qu'on a en tête, c'est d'être cohérent jusqu'au bout dans notre manière de fonctionner et d'être. Donc, Pure Etc., sur la partie clientèle, sur les produits et les services qu'on offre à nos clients, en fait, on a vraiment la volonté de faire du bio, de respecter toutes les valeurs qui sont attenantes au développement durable, sur le fait maison, le zéro déchet, toutes ces choses-là. Mais on s'est rendu compte qu'en voulant aller plus loin, ça impliquait aussi de se remettre en question nous-mêmes et de changer notre manière de fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on est passé en coopérative, pour rendre le capital un peu plus ouvert aux parties prenantes et à la société civile. Et en fait, l'holacratie, c'est une manière d'aller encore plus loin, c'est-à-dire sur la partie, le volet un peu plus social du développement durable, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, quand ils rentrent chez nous, après formation, ils aient envie de rester chez nous et qu'ils puissent s'épanouir chez nous. Et ça, en fait, dans le monde d'avant, entre guillemets, je prends des guillemets, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de limites qu'on s'imposait aussi à nous-mêmes. C'était implicitement, nous-mêmes, en tant que dirigeants, on a des barrières limitantes qui nous bloquaient en fait la vue et qui nous empêchaient en fait de prendre les décisions. Et aussi la clé, c'est aussi une des clés de l'holacratie, c'est les solutions. En fait, il n'y a que ceux qui travaillent au quotidien sur les thématiques qui peuvent avoir les solutions à leurs problèmes. Et du coup, nous, l'holacratie, mais d'autres modèles aussi existent, permettent ça. Le permettre, ça ne veut pas dire que c'est comme ça partout dans la boîte, parce que c'est un long cheminement. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'aurait pas pu le faire sans l'holacratie. Dans le monde d'avant, c'était vertical et il n'y a personne qui prenait l'initiative. C'est plus le cas maintenant. Alors, on a commencé à poser les bases en fait de ce que c'est qu'une bonne coopération. Daïm, vous avez commencé à nous dire il faut un espace de parole où chacun puisse s'exprimer. Qu'est-ce qui serait quelles autres bases est-ce qu'il faut, Stéphane Bossuet? Je crois que Nicolas a donné des termes importants, des clés, en parlant de l'implicite. Je crois que c'est considérer que la coopération, c'est dans les racines. C'est ce qui ne se voit pas, quoi. Et l'essentiel serait invisible pour nos yeux. Et de prendre en compte, effectivement, cet implicite et le rendre explicite, alors avec des
méthodes ou des formes effectivement nouvelles. D'ailleurs, holacratie ne veut pas dire on fait table rase du passé. Ouais. Puisqu'au XIXe siècle, voire au XIIIe siècle, avec les fruitières dans le Jura, tous ces fondamentaux de coopération étaient basés sur l'entraide. Et je crois que c'est ce qui se poursuit, en tout cas aujourd'hui, avec des méthodes évidemment plus contemporaines, plus postmodernes. Mais cette question d'implicite est très importante, c'est-à-dire se mettre en disponibilité, en écoute, pour voir aussi, on va dire, ce qu'on appelle les signaux faibles dans la coopération, c'est-à-dire accepter effectivement que tout ne va pas de soi et qu'il y a se mettre en lien avec l'autre, c'est comprendre effectivement qu'il peut avoir des soucis ou des empêchements ou des problèmes, et c'est d'écouter cela. Faire ce pas de côté en tant que soi-même, quoi. Ça, c'est très important, quoi, pour coopérer. Si je ne me mets pas en écoute de l'autre, je ne coopère pas, quoi. Donc accepter effectivement que l'autre puisse avoir à la fois des qualités mais aussi des faiblesses, et comment mes qualités peuvent répondre à ses faiblesses et réciproquement. Je crois que c'est important, c'est dans les définitions même de la coopération. Daïm Ben Hamidi, c'est aussi le constat que vous faites, j'imagine, avec les ateliers RTT, puisqu'on fait appel à vous, en fait, aussi peut-être pour écouter ces signaux faibles. Comment ça marche concrètement on va rentrer un petit peu dans le côté pratique. Comment ça marche concrètement un projet qui est-ce qui fait appel à vous, déjà, et qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, c'est beaucoup des services publics avec qui on travaille actuellement. Je peux citer l'Eurométropole de Strasbourg, les hôpitaux universitaires, par exemple. Je peux citer peut-être un projet sur lequel on travaille actuellement. On travaille sur les maisons de service au public à l'ESO et Königshofen. C'est toute la problématique du service public de proximité, les problématiques de mutualisation de plusieurs services différents dans une seule entité. Donc c'est quoi, mairie de quartier, direction de proximité, c'est ça? Tout à fait, mairie de quartier, direction de territoire, centre médico-social, médiathèque notamment à l'ELSO. Tous ces services vont être regroupés dans un seul bâtiment. Donc à Königshofen aussi, sans la médiathèque. Et il y a aussi une volonté de s'ouvrir à d'autres partenaires qui pourraient faire des permanences dans ces maisons. Donc il y a un gros enjeu de transversalité, de travail ensemble. Et donc ça ouvre des questionnements sur la gouvernance partagée. Alors on ne va pas aller jusqu'à l'holacratie, mais on a posé quand même des questions de gouvernance partagée quand même dans une institution qui est l'Eurométropole, qui est quelque chose quand même un gros bateau plutôt hiérarchique, on va pas se cacher. Donc, on peut dire ça. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui comment, sur certaines échelles, et je pense que votre invité avant a parlé de l'échelle, c'est très important, je pense, sur certaines échelles, comment on peut arriver à travailler ensemble, à faire en sorte que effectivement ça vienne de la base, ça vienne des gens qui connaissent le terrain et qui arrivent à construire finalement un service public de qualité. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que rien n'est... les enjeux sont partout, en fait. Il y a des enjeux à tous les endroits. Ça va être des horaires d'ouverture, j'imagine, qui sort les poubelles. Enfin bref, c'est peut-être un peu simple dit comme ça, mais finalement, ça se passe à tous les endroits. Non, effectivement, ça recouvre une large variété de problématiques, des choses très triviaux, comme qui va commander les cartouches, qui va commander le papier toilette, et en même temps, comment on va s'organiser pour faire des projets ensemble. Comment on va arriver à faire un programme ensemble à destination des publics qui sont différents. Enfin, voilà, il y a quand même une échelle d'intervention qui peut être différente. Et en fait, on se rend compte que si on ne règle pas déjà les petits problèmes du quotidien, les petits cailloux dans la chaussure, ça va être difficile derrière d'embrayer sur des projets plus costauds et plus ambitieux pour les gens, les habitants des quartiers, quoi. Stéphane Bossuet. Ouais, juste la notion d'échelle est intéressante aussi sur l'espace, le temps. On parlait du territoire tout à l'heure. Coopérer, il y a des jeux qui rencontrent un tu et ça fait un nous, quoi. Mais pas n'importe où. Et pas n'importe où, ça veut dire que le territoire a toute son importance aussi. Oui. Et quand on parle de Königshofen ou de l'Eurométropole, on n'a pas la même... il y a un implicite dans chaque territoire aussi. On ne va pas prendre la méthode coopérée à Königshofen et la plaquer sur une coopération dans le nord de la France, quoi. Chaque territoire a son implicite aussi, donc il y a l'implicite des personnes. Et puis quand on coopère, ce n'est pas des structures qui coopèrent entre elles, c'est des personnes. Ouais.
pas l'oublier non plus, quoi. Même si elles sont après. Donc cette dialogie entre personnes et mandats ou fonctions qu'ont les personnes, c'est vrai qu'il faut être capable de jouer ces complémentarités, mais c'est quand même des jeux, quoi. C'est Nicolas, c'est Stéphane, c'est bien. On a un jeu quand même qui prend le dessus pour entrer dans une coopération réelle avec quelqu'un d'autre. Nicolas Vacher, par rapport à ça, c'est aussi le constat que vous faites? C'est vraiment des individus qui doivent... Bon, vous êtes au sein d'une seule structure, mais... Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a tous, nos propres intérêts, entre guillemets, que ce soit personnel, à titre personnel, privé ou professionnel. On veut tous aller dans une direction, mais qui n'est pas forcément la même. Et l'idée, c'est de se structurer ensemble pour essayer de trouver un chemin commun, en fait, qui permette que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même. C'est pas... c'est beau sur le papier, hein, après... Mais en tout cas, si on ne pose pas les bases dès le début, on n'essaye pas d'aller vers ça, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et ce que vous disiez un petit peu aussi, Stéphane, si j'ai bien compris, c'est qu'à chaque fois, en fait, il faut que ce soit du cousu main. C'est ce qu'on disait un petit peu en introduction. C'est de la dentelle, ouais, vraiment. Acceptons ça, quoi. Enfin, puisque alors il y a des agencements qui favorisent. Nicolas, ils sont passés en coopérative parce que justement, comment un agencement un peu... on va dire, peut-être plus conforme à s'aider à coopérer, en tout cas, va aider, notamment en termes de gouvernance ou en termes de projets partagés. Mais ça ne suffit pas non plus, quoi. Donc on voit bien qu'il y a de la dentelle à faire, parce que si toutes les coopératives coopéraient, ça serait aussi, hein. Enfin, on ne va pas être méchant, mais c'est pas non plus si simple que ça. Il y a toute cette partie de l'informel qui va faire aussi partie, effectivement, de la règle, quoi, de savoir coopérer. Voilà. C'est important, en tout cas, de ne pas tout confondre, quoi. Je crois que quand on pose cette question de la coopération, on peut être des coopératives et mal coopérer, on peut être des temps informels. C'est pas une question de structure, justement. C'est pas une question de structure, même si c'est déjà pas mal, parce qu'effectivement, le parti pris d'une structure coopérative, c'est quand même déjà de poser des questions de solidarité, ou par ses principes, en tout cas, on pourrait dire qu'on rentre déjà dans un champ de la coopération, mais c'est pas toujours suffisant, quoi. Je vous propose de faire une petite pause rapide. On va poursuivre cette conversation dans quelques minutes et on parlera des outils justement qu'on peut mettre en place. On se retrouve dans un instant. UK warriors, get down, get down. Destinations, deadline 2, no bad reviews. The only fool with a negative view was you know who. It's the way I word it. 8 out of 10 cats said they preferred it, so there's no time to sit down and screw. A classical musical like Xanadu. What can I do? Industry attitude makes me wanna give in. They're feeding the kids poison like Michael Bivins. Hype videos null and void without Williams. I like living, but British rap don't pay. I've been rapping since the days of Up Pompeii, and in retrospect, I should have been a garage DJ to collect my check, cause it just seems so effortless. Came back in 99, it's like I never left the mic behind, because we still get no respect. How many Brits have been played by Funkmaster Flex? How many Brits have been played by Sway and Tech? Where's my bayonet? It seems Brits been paying debts and dues for the longest stretch yet. We still get used and abused in the field. Check the moves, get down, the get down. Ill attitude. You in the mood with my old time pattern, my new time style. Most of them is wicked and most of them wild. How will it bomb or not? Make them want come disrespect. This here architect with my higher stake, ghetto fight, intellect. In every aspect, that work is that we get down to the nitty-gritty of vibe, that conjure flow. Cause everybody know, don't. Nobody love me when their pockets is broke, but everybody love me when their pockets are buff. From young, my father told me, don't you grow to be no crop. Guess what? I did exactly the opposite. Nobody tell me itch when I croon for my supper. Juggle my ting, properly. I got a beat. Which part the totty beats? Bouncing the hip to the roots vibe. Disco mix. As she dip, I feel my cord root twitch, and I know that it's about that time that I got to get my thing on. Come on, now. Get down, get down.
Retour sur le plateau de Marché Off .radio, toujours en direct de la place Grimeisen à Strasbourg, dans le cadre du Marché Off. Coopérer mode d'emploi, c'est le Stammtisch. Avec nos 3 invités, on poursuit la conversation avec Stéphane Bossuet, Nicolas Vacher et Daïm Ben Hamidi. Et on va parler peut-être un petit peu des outils qu'on peut mettre en place pour mieux coopérer, une fois que tout le monde est d'accord. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des... Il n'y a jamais de recettes, puisqu'on a vu que c'était du cousu humain à chaque fois, mais Daïm, peut-être vous qui êtes confronté à des publics très différents, puisque vous intervenez finalement pour des structures qui ne sont pas la vôtre. Est-ce que voilà, il y a des... Vous pouvez nous donner un exemple d'outils que vous mettez en place? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'outils qui sont différents. L'important, c'est d'utiliser le bon et celui qui est contextuel, voilà, qui répond et celui qui s'adapte aussi aux personnes qu'on a. On ne va pas mobiliser les mêmes outils quand on est évidemment face à un élu, quand on est face à une personne qui vient dans une mairie de quartier, par exemple. Je voudrais quand même revenir sur peut-être un élément en amont d'une coopération. Je pense que ce qui est aussi intéressant et important, c'est de bien se connaître les uns et les autres avant de démarrer des phases de collaboration. Et dans ce cadre-là, nous, on a déjà organisé des réunions un peu particulières, des visites exploratoires où on a emmené des agents qui ne se connaissaient pas trop à la base, justement ces agents des futures maisons de services, à déambuler dans les services des uns et des autres. Ouais. Donc, oui. Donc comment faire pour connaître la réalité des uns et des autres? Autant y aller ensemble et puis du coup de discuter sur place de ces éléments. Donc ça, c'était un outil spécifique dont l'objectif était de mieux se connaître, mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, en fait, les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, que ce soit de la problématique logistique, problématique de projet, émergent déjà dans ce format, dans ce premier outil de travail, par exemple. Oui. Stéphane Bossuet, des outils, des méthodes, on a tous envie de savoir, mais c'est pas si... C'est vrai. S'il y avait des recettes, ça se saurait. Ouais. J'ai pensé longtemps que le format coopératif était le bon outil, mais bon, non. Oui. Pas complètement, pas suffisant en tout cas. Ouais. Je parlerais plutôt de processus coopératif que d'outils, quoi. Ou plutôt le geste avant l'outil, quoi. Un marteau, c'est un outil, il peut faire du bien, mais il peut faire du mal aussi, quoi. Donc, c'est plutôt le geste avant l'outil en tant que processus. Et puis, j'ai repéré 9 temps qui nourrissent ce processus coopératif et je veux bien en parler, quoi. Ouais, c'est assez rapide, hein. Le premier, c'est effectivement se rendre disponible. On en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est le premier temps en tout cas. Être présent à soi puis à l'autre aussi, hein. Je crois que c'est la première donc se mettre en lien, en tout cas relier ses humanités nécessaires pour faire coopération. Ensuite, poser le cadre, effectivement, c'est donner des repères, des limites et se libérer un peu de nos enjeux, nos propres enjeux en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Quand on veut faire coopérer ou quand on a des enjeux personnels, des enjeux, et quand on vient avec des enjeux, c'est foutu. Il faut lâcher ces enjeux. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il y a un enjeu collectif qui va être l'œuvre commune, mais lâcher ses propres enjeux en tout cas, d'argent, de fonction, de progression, j'en sais rien. Donc effectivement, cette question d'introspection est très importante, quoi. S'interroger de soi-même, en tout cas sur ses raisons d'être et pourquoi je suis là et pourquoi je veux coopérer, quoi. Le 5e point, c'est se dérouter, sortir de nos représentations, de nos biais cognitifs aussi. Ça fait partie un peu de nos pilotes automatiques qu'on utilise pour cela. Ce point de vue, effectivement, changer de point de vue, de perception. Un point de vue n'est que la vue d'un point, quoi. Donc, être capable, effectivement, de faire ce pas de côté, en tout cas. Éprouver sa maturité coopérative, c'est-à-dire ces fameuses... entre deux logiques, par exemple entre ma fonction de dirigeant et Stéphane Bossuet, comment je fais rentrer ça et j'ai pas de confusion, enfin de ne pas rentrer toujours en confusion. On peut être soi-même aussi, c'est un peu le leadership et le manager, quoi. C'est ces dialogiques-là. Retour nourrissant, c'est transformer aussi l'expérience vécue, ce que je vis sur le terrain en apprentissage, quoi. Je suis capable de le définir en tout cas. Puis enfin, décanter un peu, laisser reposer aussi les choses, c'est-à-dire laisser du vide. On est sous pression en permanence, effectivement, de devoir tracer, planifier les choses. Et comment on peut être co-auteur d'une œuvre commune si on ne laisse pas la place à l'auteur, ou à ses auteurs en tout cas. Donc laisser du vide.
on dit que la nature a horreur du vide, c'est l'être humain qui a peur du vide. Il faut se prendre ces temps-là. Et ça prend du temps, la coopération. Et là, il le disait tout à l'heure, c'est les petites choses du quotidien qui... Est-ce qu'on peut prendre ce temps-là un peu, quoi. Et là, c'est connaître, se reconnaître pour ensuite pouvoir coopérer. Je crois que c'est plus... Je dirais ça tout de suite, là. En fait, ça veut dire réinterroger finalement son rapport au travail, tout simplement, ce que vous venez de dire. Nicolas Vacher. Moi, je partage tout à fait ce que dit Stéphane. Et le plus difficile dans ce que tu viens de dire, pour moi, c'est la décorrélation entre la personne, l'ego et le rôle qu'on représente, la fonction qu'on représente. Et ça, c'est vraiment c'est la clé, à mon avis, de beaucoup de l'incompréhension ou de blocage. Et moi, je partage tout à fait. Et pour donner aussi un exemple d'outil organisationnel dans notre... Alors nous, chez Pure, etc., on a le statut coopératif, mais on est organisé, en fait, les services, comme on peut les entendre dans des boîtes classiques, on est organisé par cercle. Ce qui change un petit peu la donne, puisque chaque cercle, il n'y a pas de différence hiérarchique entre les cercles. Et dans chaque cercle, pour parler d'un outil très concret, opérationnel, nous on a ce qu'on appelle des réunions de triage, donc toutes les semaines, enfin aux fréquences qui sont imposées par les membres du cercle. C'est pas une obligation, mais en tout cas dans mon cercle, en tout cas c'est toutes les semaines. On a une réunion opérationnelle où on passe en revue certains indicateurs, certains points de partage d'informations, et ensuite on ouvre un ordre du jour qui est complètement ouvert et libre. Chacun peut apporter tous les points qu'il veut. Le principal étant un espace d'entraide, c'est-à-dire j'ai un problème, j'entrevois une solution, mais je ne sais pas comment faire pour trouver cette solution. Est-ce que déjà je voudrais simplement partager ce fait-là, ou alors j'ai un problème et je sais que c'est pas moi qui peux le résoudre, ce problème. Donc est-ce que ça se passe à l'intérieur du cercle? Donc à ce moment-là, je sais que c'est Stéphane qui se charge de ce sujet-là. Stéphane, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Moi, j'ai ce problème-là, ça m'importe beaucoup. Il faudrait que tu trouves la solution pour moi parce que moi, je ne peux pas le faire. Je peux t'aider à le faire si tu veux, mais c'est pas à moi de le faire. Et après, ça peut se passer dans un autre cercle. Et à ce moment-là, ça peut être soit une initiative individuelle de la personne qui a cette tension, qui va aller voir la personne concernée dans un autre cercle, ou alors c'est le leader de cercle qui peut assumer de prendre le point et d'aller remonter le point dans un autre cercle. Et en fait, le petit exemple pratique, c'est moi je demande quelque chose à Stéphane, on va vivre notre vie pendant une semaine, mais la semaine d'après il y a de nouveau la réunion. Moi je vais te demander, alors Stéphane, t'en es où sur c'est ce que je t'ai demandé. Sur ce que je t'ai demandé. J'ai pas avancé là. Ouais, mais tu sais, c'est toujours important pour moi, quoi. Donc il va falloir avancer maintenant parce que moi j'ai toujours le même point, et donc je vais en reparler la semaine prochaine si ça va pas. Et en fait, cet exemple-là, on le retrouve toutes les semaines, nous, chez nous, et ça permet de faire avancer les sujets beaucoup plus vite, parce que là, on parle de primes, de rémunération, comme on parle de la manière dont on range le camion dans le garage, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de hiérarchie entre les sujets. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, n'importe quel sujet importe finalement celui qui est concerné. Donc, la manière dont est rangé le camion, il y a peut-être quelqu'un qui va être impacté par ça, tout comme la manière dont on va payer les heures sup ou les primes, il y a forcément quelqu'un qui va être impacté. Donc, c'est un outil qu'on utilise toutes les semaines, qui nous fait bouger pas mal. Et parce que moi, ce que je disais par rapport à Stéphane, moi je me prends beaucoup de demandes aussi auxquelles je dois répondre. Parce que si je veux qu'on avance, moi c'est ma mission aussi d'apporter des réponses si ça fait partie de mes missions. Daïm, Ben Hamidi, ce que vient de dire Nicolas Vacher, ça résonne avec ce qui se passe peut-être dans les réunions que vous menez avec les ateliers RTT? Tout à fait, ça résonne beaucoup, notamment cette question de gouvernance partagée. Je trouve qu'il y a un point intéressant, c'est que c'est des choses qui sont vivantes. Une gouvernance, c'est quelque chose qui vit, et ce que dit Nicolas, c'est que en fait, elle doit s'adapter à un instant T. Voilà, elle doit répondre aux enjeux qui sont celles d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles dans un an. Et en ayant ce point de vue, on se rend compte qu'on a la possibilité de modifier cette gouvernance partagée et de se dire, dans un an, on aura la possibilité de la changer et de la réadapter parce que nos enjeux seront différents. Et ça, c'est un point qu'on a exploré aussi dans nos projets, où la question de l'évolution, la chronologie d'une gouvernance partagée était en question. Et ça, c'est pas toujours très rassurant, peut-être pour les gens qui font appel à vous. C'est-à-dire il faut aussi parfois lâcher prise et se dire demain, on ne sait pas. Là, on invente des choses, mais ça va changer. Est-ce qu'ils sont toujours prêts à ça? Sans doute pas.
Oui et non, ils sont rassurants. Ça peut être rassurant d'un côté, de se dire qu'en fait, on n'a pas la pression de créer quelque chose qui soit fixe et définitif, un beau croquis, et là, tout le monde est content. Là, on se rend compte que non, maintenant, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va être vivant. Et finalement, de ce point de vue-là, on enlève un peu de pression. On se dit que voilà, on n'a pas un objectif de finir à telle date et de rendre une belle copie. On pourra s'améliorer par itération, avoir un processus d'amélioration continue. Et ça c'est important pour les services qu'on accompagne. Ouais. Stéphane Bossuet, la coopération, justement, c'est une évolution perpétuelle. Ouais, on n'a jamais fini, finalement. Ben, on n'a jamais fini, et pour autant, c'est nos fondamentaux, c'est ontologiquement, c'est notre nature, quoi. Donc c'est pourquoi on a inventé un système, finalement, qui anti-coopératif, pour faire vivre une société, alors que la base, et on le voit dans la nature, on le voit dans le vivant, si ça coopère, c'est pour tenir le coup, pour sentir il y a de l'entraide. Et pourquoi nous, on aurait inventé un système, on serait plus malin, on invente un système finalement qui détruit, quoi. On le voit bien, quoi, en tout cas, quoi. Et oui, donc je pense que c'est perpétuel, évidemment, quoi. Et là, comme on est au XXIe siècle et on voit bien que ça se décrète pas, même si on met du co à tous les étages, on voit bien que ça se décrète pas, qu'il faut s'inventer toutes ces évolutions, en tout cas, ces outils, ces choses, bon, il faut qu'on les travaille, il faut les vivre au présent, et sur des petites choses comme des choses un peu plus importantes. Donc tout ça, c'est évidemment, c'est évolutif, quoi, bien sûr, quoi. Mais c'est parce qu'on se rappelle juste, ça fonctionne, ça peut fonctionner parce qu'on se rappelle juste nos fondamentaux, quoi. Et on voit bien effectivement que l'esprit de concurrence ou du plus fort, enfin des choses qui sont ils sont quand même un peu le modèle dominant encore, on va le dire quand même, largement même, on voit bien on arrive au mur, là, on ne sait plus comment faire, quoi. Donc on vient rechercher la coopération, cette vieille grand-mère, effectivement, qui date de Mathusalem, et puis on cherche des méthodes, des outils. Alors évidemment, c'est revisité, heureusement, avec des formes plutôt postmodernes aujourd'hui, avec des jeunes gens, des générations X, Y, Z qui se lancent dans les grands débats démocratiques aujourd'hui, avec des outils de coopération. On voit bien que la génération d'ailleurs qui arrive aujourd'hui sur la question du travail se pose cette question-là d'emblée, quoi, en tout cas, quoi. Alors moi je fais partie de la génération d'avant où c'était pas du tout cela. Je suis tombé dans la coopération à un moment donné et j'ai dit ouais. Là, j'avais le sentiment d'être un petit peu d'avant-garde de penser les coopératives et les coopératives d'activité il y a 20 ans. Et maintenant, je pourrais être un gars, donc il faut... non. Mais il y a quand même... voilà, on sent qu'il y a une appétence, en tout cas, pour le collectif, pour le communautaire, dans le sens juste du terme, en tout cas, les communautés, le commun, on en parlait tout à l'heure dans cet espace. Et après, il y a certainement des logiques, effectivement, d'accompagner, par des structurations intelligentes, ces collectifs, parce qu'un collectif, ça peut splitter aussi, et si ça n'a pas... avec Nicolas, on l'avait échangé, le fait de passer en coopérative, ça peut aider aussi à mettre un cadre, un périmètre de travail, c'est pareil, quoi. Ça, je suis très fier d'avoir été, moi, dans le milieu coopératif pour cela, quoi. C'est donner un cadre, on va dire, nouveau quand même, à nos fonctionnements, pour justement tester la coopération, enfin la vivre en tout cas, quoi. Il y a quand même une contradiction assez frappante dans cette époque. C'est comme vous le disiez, Stéphane, on met du co à tous les étages. On se dit, coopérer, c'est quand même super. Et pour autant, je pense qu'on le constate chacun dans nos domaines de travail. On a de moins en moins de temps pour faire les choses. On est pressurisé de tous les côtés. Et pour autant, la coopération, c'est probablement ce qui demande le plus de temps. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction, et est-ce que le temps, justement, que ça demande, c'est pas un des écueils, justement, peut-être, auxquels on peut être confronté, Nicolas Vacher? Eh bien, je dirais que... Parce que la coopération, c'est du temps, on va pas se mentir. Ça, c'est clair, en formation, au quotidien. En fait, c'est moi, on peut en parler concrètement chez Pure. Lorsqu'on on s'est réservé des temps au niveau du suivi des collaborateurs, des temps de travail en équipe par rapport aux réunions de triage. On a plein d'autres moments comme ça et des règles qui nous poussent à avoir ces moments d'échange et de collaboration. En fait, on se rend compte que quand on n'y va pas,
et ben en fait on laisse passer un train et c'est la porte ouverte à des retours en arrière, comme on disait avant. Moi, je peux donner des exemples. Enfin, je peux en donner un exemple. Là, on est plutôt dans le management, mais on reste dans la coopération. Nous, en fait, on a ce qu'on appelle des feedback leaders. Donc, tous les mois, on a tous un leader de cercle. Donc, moi, j'ai aussi un leader de cercle. C'est logique. Un supérieur hiérarchique qui n'en est pas un, mais qui nous accompagne en fait dans notre quotidien. Et moi, je me suis rendu compte que ça devenait très important pour moi d'avoir un feedback leader avec mon leader de cercle. Donc, en l'occurrence, c'est Vincent. Et les fois, on les Vincent Viau, qu'on a reçu l'année dernière. Vincent Viau. Et en l'occurrence, il y a 2 fois, on s'est dit, on a eu trop de boulot, je suis trop dans l'opérationnel, j'ai pas le temps, écoute, on le refait le mois prochain. Et les 2 fois, on les a loupés. C'était la porte ouverte à des grosses incompréhensions, des retours en arrière en fait sur la coopération, sur la manière dont on travaille ensemble. Et donc maintenant, on s'est fixé des règles. C'est maintenant, c'est ce qu'on appelle, même si on a trop de travail, avoir trop de travail, c'est une excuse en fait. Si on veut être sûr d'arriver à nos fins, en fait, il faut s'arrêter, descendre de vélo et se poser 1 heure avec son leader de cercle ou faire notre réunion de triage, même si c'est pas obligatoire. Et on y va parce que collectivement, ça va être plus, même si ça n'aboutit à rien de concret au niveau opérationnel, on aura passé 1 heure ensemble. C'est de la cohésion d'équipe, on travaille ensemble, on avance. Et donc nous, pour avoir testé les effets, les contre-exemples de vouloir par facilité ne pas faire ces temps qu'on s'est imposés à nous-mêmes, maintenant on se les impose vraiment, et ça fait partie des... C'est un peu curieux de se dire qu'on est dans la coopération, mais on s'impose des règles strictes pour rester dans la coopération. Oui, parce que justement, on en parlera tout à l'heure, les vieilles habitudes reprennent assez vite peuvent reprendre en tout cas le dessus si on ne fait pas attention. Mais Daïm Benhamidi, j'aimerais vous entendre par rapport à la question du temps. La coopération, c'est du temps. Et est-ce que ça, pour les structures qui font appel à vous, est-ce que c'est toujours bien compris ? Alors, comme disait Stéphane, je crois que la question du temps, il ne faut pas la décorréler de la question de la qualité, et la qualité de la relation, on parlait tout à l'heure, mais de la qualité de manière générale, la qualité des échanges, la qualité des services rendus, la qualité... Voilà. C'est vraiment l'objectif qu'on a. Et si on arrive à partager cet objectif d'améliorer les relations, on se rend compte que cette notion du temps, elle est nécessaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, les personnes avec qui on travaille, les services publics, ils l'ont senti, ils le savent. Et ils arrivent de plus en plus à nous faire intervenir en amont, le plus en amont possible, pour pouvoir travailler ensemble sur ces questionnements. C'est vrai que c'est compliqué, se dire on va retarder, entre guillemets retarder, en tout cas on va rajouter une étape qui n'était pas présente, qui va durer 8 mois, 1 an, 14 mois, pour mieux définir ensemble là où on veut aller. Mais en fait, on se rend compte que sur la durée, effectivement, on y gagne 1000 fois, quoi. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas un service derrière ou une organisation qui répond mal, qui est parfois peut-être maltraitante, que ce soit pour les personnes, les citoyens, les habitants, ou même pour les agents d'une collectivité, par exemple, ou des professionnels dans un hôpital, par exemple. Donc effectivement, cette question du temps, elle est nécessaire et elle est de plus en plus comprise. Ouais. Et puis coopérer, ça veut dire aussi sortir de ses habitudes de travail, enfin en tout cas quand on est nouvellement coopérateur, on va dire. Et ça, j'imagine que c'est pas toujours simple, en fait. C'est même parfois très difficile pour les gens que vous accompagnez. Ouais, c'est très compliqué parce qu'on est dans des fonctionnements aujourd'hui qui sont normalisés, notamment dans les grandes institutions. On a un travail en silo qui a plus ou moins fait ses preuves, en tout cas qui a plus ou moins fait une preuve d'efficacité, mais finalement il a montré quand même pas mal de limites. Maintenant, quand on veut sortir de ça, ça demande de l'effort, ça demande de l'envie, et on a toujours, on en parlait un peu tout à l'heure, effectivement, ce réflexe de revenir à la facilité, quoi, la facilité de la manière dont on fonctionnait avant, où on n'a pas à s'entendre avec tout le monde, où on n'a pas à tout le temps discuter, à prendre ce temps qui pourtant, on a vu, est nécessaire. Est-ce que, Stéphane Bossuet, justement, les vieilles habitudes, c'est effectivement plus facile ? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est nouveau que c'est difficile ? Disons que les vieilles habitudes, elles sont corrélées à un fonctionnement.
qui nous interroge quand même. Enfin, on voit bien. Donc, c'est être capable de se mettre en chemin aussi par rapport à ça et de se dire, attends, est-ce que ces vieilles habitudes dont on avait l'habitude de pratique, gagner du temps à tel endroit, c'était pour quelle finalité finalement, quoi. C'est pour quelle finalité? Par exemple, venir à Radio en Construction ce soir, c'est prendre du temps. Prendre du temps. Et je vous en remercie d'ailleurs, tous les trois. Pour parler de coopération, quoi. Et ben, de fait, ça nous oblige à penser. On est dans l'action beaucoup, mais ça nous oblige à faire un petit pas de côté pour repenser ces concepts, ces process. C'est génial. Et ça, c'est des temps, c'est du bonheur d'avoir du temps comme ça pour se dire on va repenser les choses, quoi. Et donc, en faisant ce travail, même pour venir ici, ce petit travail de mise en mémoire, eh bien, j'ai envie de dire, ça nous casse les vieilles habitudes. Ça nous oblige à casser les vieilles habitudes, justement, quoi. Parce que on est dans l'agir. On n'a pas le temps, bon, ça c'est un grand truc. Et bien là, justement, on est dans la pensée un petit peu. Penser et agir, ça va ensemble dans la coopération. Et cette façon de se dire, je vais penser un peu, mais dans la relation avec mes collaborateurs, dans la réunion de lundi, enfin tout ce qu'on vient de se dire là, on va le penser autrement. Alors ouais, ça peut prendre du temps, mais qu'est-ce que ça fait du bien aussi de se décaler par rapport à cela, puisque ce qu'on faisait avant, ça n'a pas fait ses preuves forcément que, enfin, être dans le stress et dans j'ai pas le temps ou j'ai plus le temps. Enfin, on voit bien quand on accompagne en design des services, les institutions et tout ça, on voit bien que c'est la folie. Tout le monde est mal, quoi. Enfin, tout le monde est malheureux, quoi. Alors, si la coopération, ça pouvait apporter un peu de bonheur, parce que justement, on prend un peu le temps de penser autrement. J'avoue que moi, ça me déplaît pas. Ouais. Et justement, on a un petit peu touché du doigt cette question, celle de l'efficacité, en fait. Quelle place est-ce qu'elle a dans vos réflexions à tous les trois, Nicolas Vacher? L'efficacité. Parce que ça, dans le monde d'avant, on va dire que c'est quand même une notion clé, mais là, aujourd'hui, dans vos manières de travailler, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on ne raisonne pas vraiment en termes d'efficacité, mais on a évidemment une contrainte économique, puisqu'on est aussi en crise, on est dans une crise aussi en ce moment, mais en fait, je ne sais pas vraiment comment répondre à votre question parce que, non, mais puisqu'on parlait de pensée, nous, on ne raisonne pas du tout en termes d'efficacité. On a des missions à accomplir, on doit répondre à nos raisons d'être, entre guillemets, qui sont liées à nos rôles, et après, on a toute liberté pour répondre à nos raisons d'être, en fait, de manière concrète. L'efficacité, ça ne fait pas partie des sujets qui nous... pour moi, personnellement, mais là, je sors un peu de ma casquette de pur, pour moi, l'efficacité, c'est aussi un terme qui appartient à l'ancien monde, parce que ça a connotation de beaucoup de choses négatives. Moi, je l'ai aussi vécu par le passé dans mes autres expériences professionnelles. Et peut-être qu'implicitement, ça ne se véhicule pas aussi dans l'entreprise parce qu'on n'est pas de cette culture-là de l'efficacité, en tout cas du résultat, de l'optimisation, aller plus vite. Ce qui n'empêche pas, une performance économique quand même. Enfin, on le voit bien, on a quand même des organisations, des entreprises qui tournent malgré des périodes très compliquées de crise et tout ça. Bah ouais, on est encore là et on est encore là. On est quand même efficace, mine de rien. Mais avec une conception effectivement autour de l'intelligence collective, autour de temps justement partagé sur des problèmes, sur des choses sur lesquelles on trouve une force parce qu'il y a un commun qui nous embarque, enfin, en tout cas, et on le protège, on en prend soin de ce commun. De fait, on est plus performant au bout du compte, et donc plus efficace. Daïm, est-ce que c'est une question qu'on vous pose, justement? Oui, mais est-ce que c'est pas plus efficace de faire autrement, enfin de faire comme on faisait avant? Alors, pas directement, mais effectivement, cette question d'efficacité, je pense que nous, on la lie beaucoup plus à un enjeu de sens et de justesse. Quoi. Si on est dans le juste, si on est dans quelque chose de sensé, eh ben, normalement, on va être dans quelque chose qui sera efficace. Mais effectivement, c'est pas l'objectif premier
qui est recherché dans notre... évidemment, pareil, on travaille avec des organisations qui ont un fonctionnement, il faut optimiser. Il y a aussi tout un jargon, un champ lexical qu'on connaît tous, qui est assez présent, malgré tout. Mais quand on parle plus de sens et puis et de justice, là on se rend compte que cette efficacité, on arrive à l'avoir, mais au travers d'autres enjeux. Et puis c'est peut-être aussi la question de savoir comment on va mesurer ça, comment on va par la suite sentir qu'on est arrivé à un résultat qui est bon, quoi. Donc je pense que c'est cette question importante de la mesure qui est en jeu, quoi. Stéphane Bossuet, par rapport à ça? Ouais, c'est-à-dire qu'on est quand même des organisations, où on travaille pour les organisations avec cette question des impacts. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le PIB comme indicateur de... et ces impacts sociaux, environnementaux, sur lesquels on est assez branchés, les uns et les autres, en tout cas, ça fait notre raison d'être, justement, ce qu'on disait là. Ces impacts, c'est aussi un changement de paradigme, d'aller chercher une mesure de ces impacts, et de les évaluer en tout cas. C'est-à-dire de voir les effets générés par ce qu'on fait, qui pourrait ne pas paraître efficace, et pourtant qui a un impact très positif sur son environnement ou sur ce sociétal en général, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout repenser. Il faut tout repenser. Et à ce moment-là, comment on est capable de monter collectivement des plaidoyers, on va se faire entendre en tout cas, sur le fait de, oui, on veut, en comptabilité générale, mesurer ces impacts, effectivement, ou ces effets générés. Il y a tout un changement, un changement assez radical, je crois, de notre façon de penser aujourd'hui l'entreprise, l'efficacité ou l'économie, si on ne s'y met pas tout de suite. Eu égard aux défis sociétaux qu'on a en pleine figure aujourd'hui, je parle des enjeux climatiques et j'en passe, ça ne va pas aller très loin. Donc, bien sûr qu'il faut repenser cela. Et je crois que nos organisations, notre façon de voir les choses par la coopération, c'est peut-être pas la seule réponse. En tout cas, c'est une vraie belle réponse à cela, quoi. Eh bien, on aura encore eu beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce sujet de la coopération qui est vraiment inépuisable. On reviendra l'année prochaine pour en parler. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de Marché Off.radio. On vous souhaite à tous de belles coopérations pour 2022. Visage de la coopération, c'est le nom qu'on a donné à cette série d'émissions et le fil qu'on essaye de tirer de table ronde en interview pour rendre visibles les formes qu'elle peut prendre. Et c'est pourquoi nous sommes également allés à la rencontre de citoyens qui la pratiquent eux aussi dans leur quotidien ou dans leur travail, comme Jacqueline Dufour. Elle est chargée du marché de Noël solidaire d'Emmaüs depuis 9 ans. Elle est au micro de Maxime Gilles. Emmaüs, vous faites des choses en tant que structure, mais de l'autre côté, au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la solidarité et pour faire de l'entraide? D'abord, ne pas avoir d'idées préconçues sur les étrangers, sur les migrants, sur les humains, quels qu'ils soient. Ce sont des humains, ce sont des êtres qui souffrent comme nous, qui en sont droit, qui ont droit au bonheur, qui ont droit à l'amitié. Bon, alors vous allez me dire, on ne va pas aller sauter au cou de tout ce qui passe, mais déjà avoir pas d'idées préconçues sur tout ce monde qui nous environne et qui nous envahit. On a l'impression d'être envahi maintenant. Or, ce sont des humains, ce sont des gens comme nous. C'est ça le problème. Et ils ne viennent pas taper à notre porte, mais tant mieux. Emmaüs, vous faites des choses en tant que structure, mais de l'autre côté, au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la solidarité et pour faire de l'entraide? D'abord, ne pas avoir d'idées préconçues sur les étrangers, sur les migrants, sur les humains, quels qu'ils soient. Ce sont des humains, ce sont des êtres qui souffrent comme nous, qui en sont droit, qui ont droit au bonheur, qui ont droit à l'amitié. Bon, alors vous allez me dire, on ne va pas aller sauter au cou de tout ce qui passe, mais déjà avoir pas d'idées préconçues sur tout ce monde qui nous environne et qui nous envahit. On a l'impression d'être envahi maintenant. Or, ce sont des humains, ce sont des gens comme nous.
C'est ça le problème. Et bon, ils viennent pas taper à notre porte, mais tant mieux. Si tout le monde n'a peut-être pas besoin qu'on les aide, tant mieux aussi. Moi, je dis quand on n'a pas besoin, ben, tant mieux s'il y a des gens qui arrivent. Mais vous, personnellement, ou chacun de vous, ben, n'ayez pas d'idées préconçues sur des étrangers, sur des gens qui sont plus, de niveau inférieur, peut-être. Je ne sais pas si ça existe, des niveaux chez les humains. Mais enfin, il y a des gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette racaille ?» ou « Qu'est-ce que c'est que c'est... » Vous voyez, ben non, il n'y a pas à les juger. Voilà, c'est tout. À votre niveau, il n'y a rien d'autre. Mais si vous avez une chemise en trop, ben venez la porter ici. Voilà. Si vous avez une paire de chaussettes en trop, venez la porter ici. Voilà, c'était Jacqueline Dufour qui est chargée du marché de Noël solidaire d'Emmaüs depuis 9 ans. Marché off.radio, le live, c'est fini pour aujourd'hui. Le programme intitulé Visage de la coopération continue en streaming sur le www.radioenconstruction.com. Prochain live vendredi 17 décembre à 18h30 avec pour thème coopérer avec tout et tout le monde. Et aux manettes Cécile Becker, on causera notamment économie symbiotique avec Isabelle Delannoy, ingénieure en agriculture et co-scénariste notamment du film Home avec Yann Arthus Bertrand. Merci à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, à la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est, co-organisateur du marché off. Cette émission vous a été proposée par le Media Lab d'Artefact en partenariat avec le marché off, Emmaüs Mundo et Radio en Construction. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimeisen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire ainsi que les initiatives locales. Marché off.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com.